La rencontre n'a pas tourné à l'épreuve de force que certains redoutaient, mais elle confirme les nouvelles divergences entre Berlin et Paris. Angela Merkel refuse toute renégociation du pacte budgétaire européen et de ses contraintes, comme l'exige François Hollande. Elle se dit prête à discuter de la meilleure façon de stimuler l'économie des pays européens et de favoriser l'emploi, mais pas au prix d'un endettement supplémentaire. Le différend porte aussi sur un lancement d'euro-obligations. Par contre, la chancelière et le président, connus tous deux pour leur pragmatisme, entendent s'attaquer à la recherche de compromis. Et là, certains accords semblent possibles, notamment sur une meilleure dotation de la Banque européenne d'investissement qui pourrait financer d'importants projets dans les domaines des transports, des nouvelles énergies, du haut débit et de la recherche. La Grèce pourrait bénéficier de mesures supplémentaires pour qu'elle reste dans la zone euro, comme le souhaitent Paris et Berlin. Une entente pour l'instauration d'une taxe européenne sur les transactions financières est aussi à portée de main. La chancelière et le président sont en tout cas résolus à travailler ensemble pour présenter bientôt un catalogue de propositions communes. Alors on l'a bien compris, l'Europe est à la croisée des chemins. Austérité matinée de croissance sur fond de menace d'explosion de la zone euro ou nouvelle phase de construction européenne avec un bond en avant dans la convergence. Est-ce si manichéen finalement, ou y a-t-il de votre point de vue d'autres voies plus médianes peut-être dans ce difficile cheminement, Driss Ben Ali? Mais il faut revenir à la crise quand même. Et la crise ne peut pas être résolue uniquement par l'austérité. Je crois qu'il y a eu un précédent. La plus grande crise que le monde ait connue, 1929-30, n'a pas été résolue par justement une politique orthodoxe. Le président Hoover, qui était à l'époque au pouvoir, l'a adopté, c'était catastrophique. C'est Roosevelt qui a redressé la situation avec une politique keynésienne. Et je crois que c'est le débat aujourd'hui. Sauf qu'il y a quand même une chose historique qu'il ne faut pas oublier. Les Allemands sont obsédés par les équilibres macroéconomiques. Il ne faut pas oublier, entre les deux guerres, c'est l'hyperinflation qui a amené Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont traumatisés par ça. Et ils ont évidemment réussi à avoir des équilibres macroéconomiques qui sont même dans leur constitution, et en même temps une excellente productivité du point de vue industriel, ce qui les met à l'aise par rapport aux autres pays. Mais cette politique-là ne peut pas sauver l'Europe. L'Europe a besoin, et ça c'est la dimension intéressante, je crois, que le fait d'accepter que la BEI, la Banque européenne d'investissement, se lance dans des investissements d'infrastructures, de développement, c'est déjà un début de politique keynésienne de croissance économique. Car il faut justement cette politique pour redonner confiance en Europe. On ne peut pas simplement rester les yeux rivés sur le marché financier en oubliant le reste. Pierre Copty, vous dites pareil, vite la croissance? Oui, il y a en fait aujourd'hui une idéologie dominante, et ça c'est depuis quelques années, qui est très anglo-saxonne. C'est-à-dire ce sacro-saint principe de la dette par rapport au produit intérieur brut. Au début de la crise, l'Allemagne et la France ont dépassé très largement ces déficits en se donnant le droit de le faire. Donc personne n'en a rien dit, et c'est comme ça qu'on a pu surmonter en 2008 une très forte période de récession économique. Tout le monde a lâché les freins. Et puis d'un coup, cette théorie de l'équilibre budgétaire à tout prix est revenue, poussée surtout par des anglo-saxons et des agences de notation. Et je pense que le débat est tellement ouvert que même le prix Nobel de l'économie Krugman, qui aujourd'hui démonte et critique systématiquement toutes ces politiques d'austérité, il le crie, il le dit aux États-Unis, mais vous êtes en train de faire une mauvaise politique pour contrecarrer ce qui se passe. Eh bien oui, il y a un nouveau débat, et je crois que c'est vrai que les gens ne savaient pas s'ils avaient tort ou raison avec cette idéologie dominante, et puis d'un coup, il y a, comme disait le professeur, il y a un retour à cette politique qu'il faut dépenser, il faut créer du pouvoir d'achat, etc., et qui fait son chemin, mais je ne pense pas que les Allemands soient d'accord sur cette politique. Merci messieurs, on marque une courte pause dans cette émission. On se retrouve juste après le flash d'information pour la deuxième partie consacrée aux impacts de la crise de la dette sur la rive sud de la Méditerranée, mais aussi au relais de croissance. À tout de suite.
La question de l'heure avec Cyril Arnoux. Deuxième partie de cette émission consacrée à la crise de la dette et au relais de croissance que peut être l'euro méditerranée. Pour en parler avec nous, Driss Ben Ali, économiste et professeur à l'université Mohamed V de Rabat. À vos côtés, Pierre Copty, économiste, directeur d'investissement dans une banque suisse à Genève. Alors, parlons, si vous le voulez bien, de l'impact de la crise de la dette sur la rive sud de la Méditerranée. Quelles en sont, selon vous, les conséquences les plus graves, Driss Ben Ali ? Dans un premier temps, disons que la crise financière n'a pas eu de très très grandes conséquences sur les pays de la rive sud. D'abord pour des raisons, je dirais, structurelles. Il faut dire que la grande majorité de ces pays ne sont pas intégrés au système financier mondial, ce qui fait que les actifs toxiques étaient relativement faibles. N'oublions pas, si par exemple le Maroc, en 2008, il était à l'aise, on disait quand même la crise ne touchait pas le Maroc. Alors ce qui touchait le Maroc, ce n'est pas la crise financière, c'est la crise économique qui touche les pays de la rive sud de la Méditerranée. Évidemment, nous vivons la mondialisation, des économies ouvertes, avec comme premier partenaire des pays de la rive sud de la Méditerranée, c'est l'Europe. Et quand l'Europe est enrhumée, c'est la grippe généralisée dans la Méditerranée. C'est tout à fait normal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Méditerranée connaît effectivement cette contagion de la crise. Elle n'est pas de la dette. Si vous prenez par exemple un pays comme le Maroc, la dette pour l'instant ne dépasse pas 60% du PIB, ce qui est encore raisonnable quand on voit les normes justement adoptées à l'échelle mondiale, notamment les fameux équilibres macroéconomiques. Jusqu'à 60%, la dette est gérable. Bon, alors donc le Maroc n'a pas un problème de ce côté. Par contre, alors on voit que d'autres critères, on voit qu'ailleurs, il commence à être touché par la crise. La demande externe qui recule, certains secteurs qui souffrent déjà d'un certain apport financier. N'oublions pas que le Maroc, au cours des 10 dernières années, a énormément profité du tourisme, de l'argent d'immigrés, des IDE, de l'investissement direct étranger. Eh bien justement, ces éléments-là, ces secteurs-là sont en train de s'épuiser, ils sont en train de marquer le pas. Alors, ajoutant cela, les turbulences politiques connues dans la région. Le printemps arabe, bon, la révolution, c'est très bien, c'est un printemps, mais attention, sur le plan économique, il s'accompagne d'une crise. N'oublions pas que les révolutions n'ont jamais débouché immédiatement sur la prospérité économique. Je ne vais pas exagérer, mais la France de 1789 s'est terminée à Waterloo. Ou alors, si je parle de la révolution russe, elle s'est terminée avec Staline. Donc c'est énorme. Alors la révolution, il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats. Et on le voit aujourd'hui en Tunisie. Absolument, en Tunisie, en Égypte, la situation est loin d'être résolue. Les révolutions se payent très cher. Les coûts sont énormes sur le plan économique. Et de ce fait, je crois qu'il y a... Et ça aussi, on oublie une chose, c'est que ces révolutions ont aussi une raison économique profonde. Il ne faut pas oublier que la révolution éclatait dans le pays qui était donné comme modèle économique dans les pays de la rive sud. La Tunisie, qui avait le taux de croissance le plus élevé, c'est dans ce pays que la révolution a éclaté. Pourquoi ? Il y avait un système de distribution qui était catastrophique. On ne voyait pas les fruits de la croissance. Ça a donné lieu à une société darwinienne qui est devenue insupportable et qui a engendré l'explosion de la marmite. Et c'est des choses pareilles dont souffrent les pays de la Méditerranée du Sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme cet espace est considéré comme un espace homogène culturellement et politiquement, même je dirais chez les Européens, il y a une attitude particulière à l'égard de ces pays. Il faut une stabilité à l'échelle de toute la région pour que tout le monde puisse en profiter. Pierre Copty, sur l'impact de la crise au sud de la Méditerranée, est-ce qu'on peut dire que la crise de 2008 a indirectement provoqué ce printemps arabe en Tunisie ? Je n'irai pas tirer cette conclusion, mais il est certain que la crise internationale a touché tous les pays. Certes, ça n'a pas touché peut-être le système financier de certains pays du Maghreb ou du Levant ou d'Afrique qui sont peut-être pas tellement liés au système international, mais il y a quand même une évidence, c'est que cette crise s'est traduite par une contraction généralisée du crédit, par un recul du commerce international. Et il est certain que ces deux phénomènes
ont un impact direct sur les croissances homogènes dans les pays du Maghreb et du pourtour de la Méditerranée, évidemment. Deuxième chose que je vois, c'est la chute brutale des investissements directs, comme vous en parlez, et qui ont reculé substantiellement. Et c'est un point noir dans le développement économique et donc dans la relance, dans la création du pouvoir d'achat. Si bien que nous avons aujourd'hui des pays qui s'en sortent par l'émergence, je dirais, d'une classe moyenne qui dépense, mais les fondamentaux pour une croissance pérenne ne sont pas présentes. Et donc, c'est une croissance, je dirais, conjoncturelle, mais qui peut être sujette à remise en question si une nouvelle crise financière internationale ou une grande crise économique internationale venait à intervenir.